Juste peut-être pour un petit peu introduire ce nouveau concept, ce nouveau positionnement de Mastercard, je parlerai d'abord de la campagne Priceless. Priceless, c'est une campagne que l'on a lancée en 1997. Donc elle date depuis assez longtemps. Et on a lancé cette campagne en fait pour améliorer la notoriété sur un plan mondial de Mastercard en utilisant des concepts ou des vérités universelles, je dirais, afin de permettre à tout individu sur cette terre, qu'il soit, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, quel que soit son sexe, homme, femme, vieux, jeune, chinois, africain, européen, américain, qu'ils perçoivent cette marque-là, cette marque Mastercard, de la même manière. Et pour ce faire, nous avons utilisé, si vous voulez, un concept émotionnel et un concept fonctionnel. Le concept fonctionnel, c'est le fait de dire qu'avec cette carte-là, on peut l'utiliser partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est à peu près une quarantaine de millions de commerçants dans le monde qui acceptent cette carte-là, dans 210 pays. Donc ça, c'est l'aspect fonctionnel. Et l'aspect émotionnel, c'est de dire qu'il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Et ça a permis vraiment d'améliorer la notoriété de notre marque de manière significative. On est maintenant parmi à peu près les top 20 marques au niveau mondial. Mais maintenant, on recherche à être préféré. Et c'est là où on a lancé le concept de Priceless Cities, et en dernier lieu, le concept de Priceless Arabia. Donc Priceless Cities, qui fait partie, et Priceless Arabia fait partie de cela, c'est le fait de dire que quand des personnes voyagent en Europe, ils ne vont pas partout en Europe. Ils vont essentiellement à Paris ou ils vont à Nice. S'ils vont aux États-Unis, c'est essentiellement New York, Manhattan, Broadway. Il y aura peut-être Los Angeles. S'ils vont en Australie, ça sera Sydney. S'ils vont en Espagne, Madrid, essentiellement. Donc, à partir de là, on va faire des offres exclusives pour les détenteurs de cartes Mastercard, selon le segment, qu'il soit haut de gamme, qu'il soit moyen ou qu'il soit de la masse. Chacun pourra bénéficier d'avantages particuliers en fonction du segment dont il fait partie. Et ça, on donne accès à un service de shopping où il a des réductions, par exemple, dans les centres commerciaux, hôtellerie, compagnie de location de voitures, ou dans le domaine du sport également, ou également avoir des expériences uniques et qu'ils ne peuvent avoir qu'en étant détenteur de carte Mastercard. Par exemple, quelqu'un qui est passionné de foot et de Champions League, par exemple, il pourra assister, il pourra avoir accès à, par exemple, des tickets de finale, à des tarifs préférentiels. Il pourra être assis avec Beckham ou avec Zinedine Zidane. Au niveau du monde arabe et, disons, de l'Afrique, il n'y avait pas de ville suffisamment importante de la taille de Manhattan, de New York, par exemple, ou de Paris. Et donc, c'est pour cela qu'on a préféré développer ce programme de Priceless Arabia ou de Priceless Africa. Et donc, par exemple, dans le concept de Priceless Arabia, c'est faire vivre cette imagerie qu'ont notamment les Occidentaux sur ce monde arabe des mille et une nuits, le désert, siroter le thé, des hommes et des femmes passionnels. Donc vivre cette atmosphère-là. Et donc voilà pourquoi dans ce monde-là, il y a Marrakech, il y a Dubaï, il y a le Caire, il y a Amman et Petra, notamment en Jordanie, et où donc il y a ça. De la même manière, au niveau de l'Afrique, c'est vivre ce qui est dans l'imaginaire africain, les safaris, toute cette nature un petit peu sauvage. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on se focalisait essentiellement sur les institutions financières. Les institutions financières, donc les banques, massivement. Et d'ailleurs, c'est un réseau, Mastercard, c'est un réseau de 26 000 institutions financières dans le monde, présent dans 210 pays. Et donc, en se focalisant sur les institutions financières, on a constaté que finalement, on n'allait adresser que 15% de la taille de l'opportunité. Si l'on pense à tout ce cash et ces espèces-là qui circulent tous les jours et qui s'échangent entre individus, entre sociétés, c'est énorme.
Selon Data Monitor, par exemple, Data Monitor parle de 60 trillions de dollars. Ça correspond à tous ces échanges financiers par an, c'est-à-dire 60 000 milliards de dollars. Si on regarde les systèmes de paiement internationaux d'une manière générale, tous les systèmes de paiement internationaux confondus, on arrivera peut-être grosso modo à peu près à une dizaine de trillions de dollars sur les 60. Il reste 50 trillions de dollars qui circulent comme ça. Donc, et là, en se focalisant donc sur les 15%, c'est ce qu'on adresse. Donc c'est pour cela que Mastercard s'est dit, maintenant il est temps de regarder l'autre part, tout cet argent qui circule, comment faire en sorte que ces transactions, on les transforme en transactions par moyen de paiement électronique. Et donc, pourquoi? Parce que les pays ont un intérêt à voir leur économie être plus transparente, à voir le cash moins circuler. Parce que le cash, il doit rester, ou les espèces doivent rester normalement dans une société idéale au niveau des banques. L'argent restant auprès des banques, les banques ont plus de liquidité financière et donc peuvent contribuer plus significativement au développement économique et social des pays, par l'octroi notamment de crédits pour les entreprises et l'octroi de crédits à la consommation pour les consommateurs. Et donc il y a un impact positif au niveau de l'économie. On voit déjà l'impact, ne serait-ce qu'une augmentation. Les gens utilisent le même niveau d'argent ou dépensent de la même manière, sauf que l'un c'est moyen de paiement électronique, l'autre c'est en cash, et il y a un impact positif au niveau des économies. Si les gens utilisent plus leurs cartes auprès des commerçants, les commerçants auront tendance, l'économie sera beaucoup plus transparente, l'économie souterraine diminuera, n'est-ce pas? Et donc l'État percevra également plus de revenus, notamment en matière d'impôts. Les gouvernements, on le voit ici au niveau du Maroc par exemple, mais de partout dans le monde, ont ce que l'on distribuent des aides sociales à des personnes défavorisées, distribuent des pensions de retraite à des personnes ayant droit, notamment les fonctionnaires, pour les fonctionnaires, ou des pensions de retraite même dans le secteur privé. Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce type de distribution-là se faisait de manière assez manuelle, si je puis dire. Je vous donne un exemple. En Afrique du Sud, par exemple, la direction sud-africaine ou l'agence sud-africaine de sécurité sociale, en anglais, on dit South Africa Social Security Agency. Donc, l'agence de sécurité sud-africaine de sécurité sociale, elle distribuait des aides à de nombreuses catégories de personnes. Une dame, par exemple, vieille dame veuve, recevait sa pension de retraite. Pour recevoir sa pension de retraite, elle devait aller auprès d'une commune, de la mairie, avoir un certificat de vie qui prouve qu'elle est vivante, que c'est bien elle, la personne. Elle prend ce certificat de vie, elle va auprès du Trésor public. Le Trésor public lui donne la contrepartie qu'elle doit recevoir sur un chèque. Elle prend ce chèque, elle va auprès d'une banque et elle perçoit la contrepartie ou la valeur de ce chèque en cash et ensuite elle rentre chez elle. Donc il y a tout un process manuel. Donc imaginons ces personnes parfois qui vivent dans des milieux ruraux, qui sont d'un certain âge, ils doivent prendre les transports, ils doivent faire la queue, ils doivent avoir ce certificat. Et enfin, c'est toute une, j'allais dire, galère que vivent ces personnes-là. On a digitalisé ce process de management et de distribution de ces aides sociales en émettant simplement une carte, en utilisant une technologie, de la technologie biométrique pour pouvoir permettre une authentification forte de la personne, s'assurer que la personne, c'est la bonne personne. Et ces technologies biométriques, c'est les 10 doigts, les empreintes digitales des 10 doigts de la main, mais également la reconnaissance vocale. Je reprends l'exemple de cette vieille dame en Afrique du Sud. Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, cette vieille dame? Le soir, elle regarde son film préféré, Les Feux de l'amour. Elle prend son téléphone à 20 h et elle appelle le centre de l'agence de sécurité sociale. Donc c'est un centre, en fait, un téléphone automatique, si je puis dire. Et elle va parler, on va reconnaître sa voix et on va débloquer son argent sur sa carte qu'elle pourra ensuite aller utiliser auprès des commerçants ou retirer de l'argent même, soit dans les guichets automatiques de billets, ou soit même auprès des commerçants, parce que là-bas, même les commerçants font du cash-out, c'est-à-dire que je peux retirer de l'argent chez les commerçants lui-même.
Alors, on a émis avec ce programme-là, en moyenne, entre 120 000 avec des pics de 170 000 cartes par jour. Et au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 12 millions de cartes. Sur les 12 millions de cartes, 2 millions d'individus n'avaient pas de compte bancaire, n'avaient pas accès aux services financiers de base. Le Nigeria. Le Nigeria, en 2013, nous avons signé à Cape Town, en Afrique du Sud, lors du Forum économique pour l'Afrique, l'équivalent de Davos, qui était là-bas. On a signé avec la ministre des Finances une intention de partenariat, un MOU, Memorandum of Understanding, afin de trouver des solutions pour bancariser massivement la population nigériane. Pour ce faire, on a eu l'idée de travailler avec la direction nigériane des cartes d'identité nationale. Et avec eux, on a lancé la première carte d'identité et de paiement 2 en 1, avec 15 applications au niveau de la puce. Vous avez bien sûr la carte d'identité au niveau de la puce, vous avez la carte d'électeur, vous avez le permis de conduire, vous avez la carte d'assuré social, vous avez la carte d'étudiant, etc. Et donc 15 applications. Au moment où je vous parle, c'est 13 millions de cartes qui ont été émises. Et ciblant les jeunes de 15 à 24 ans pour voir comment ces jeunes vont adopter et utiliser cette carte. Et à terme, on projette d'émettre 120 millions de cartes, 120. C'est le plus important programme d'inclusion financière jamais réalisé en Afrique et, à mon sens, je crois même jamais réalisé dans le monde. Le troisième exemple de programmes gouvernementaux, parce que ça, on l'a fait avec les gouvernements. Donc. Le troisième exemple, c'est notamment en Égypte. L'Égypte, nous avons en fait été contactés par la Banque centrale d'Égypte qui nous a demandé de l'assister à développer une société égyptienne financièrement plus inclusive. Alors pour répondre à ce challenge, on a lancé le premier portail de paiement mobile interopérable, et c'est ça le mot-clé, interopérable. Le premier portail de paiement mobile interopérable au monde. On l'a fait au Caire, on l'a fait en Afrique. Ce que Mastercard a apporté ici, c'est l'interopérabilité entre tous ces opérateurs-là, que ce soit les banques ou que ce soit les compagnies de téléphone. Et c'est ça qui peut assurer la démocratisation et la génération de l'adoption et de l'usage des moyens de paiement électroniques. Il y a eu des discussions, évidemment, avec les gouvernements, avec le gouvernement marocain, bien entendu, à ce niveau-là, depuis 2013, d'ailleurs, je dirais. Mais là, on compte évidemment avancer beaucoup plus rapidement sur cette discussion et vraiment présenter nos solutions et espérer développer, évidemment, des partenariats gagnant-gagnant dans un cadre partenariat public-privé pour répondre à ces challenges, comme vous l'avez dit, challenges qui sont très importants. La caisse de compensation, c'est un challenge au niveau du Maroc. Le budget qui est budgétivore, énormément, qui n'est pas spécialement juste. On sait très bien que la bouteille de gaz que moi je paye à 40 dirhams, elle est subventionnée. Or, j'ai les moyens de la payer à 120 dirhams. De la même manière, les pâtes alimentaires que j'achète sont subventionnées et même le touriste qui vient manger dans un hôtel 5 étoiles a ses pâtes subventionnées. Ce budget-là est normalement destiné à une population défavorisée. Et donc oui, nous avons des solutions, nous les avons réalisées dans plusieurs pays et nous comptons un petit peu nous engager un peu plus avec les gouvernements, le gouvernement du Maroc pour développer des solutions similaires. Extrêmement positif parce que Mastercard, au niveau de Casablanca, ce n'est pas seulement le Maroc. C'est toute cette zone-là que je viens de présenter. Alors, je dirais extrêmement positif. Extrêmement positif. Alors, que veut dire extrêmement positif? Quand on est arrivé ici en 2006, on était accepté Mastercard, la carte Mastercard était acceptée uniquement au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et quelques hôtels, mais vraiment limités en Côte d'Ivoire, mais vraiment très limités.
Donc, je suis ravi de vous dire qu'aujourd'hui, Mastercard, dans tous les pays que l'on chapeaute, maintenant est accepté, et accepté de manière massive. On n'a plus un gap avec notamment nos concurrents. Au Maroc, maintenant, on est en train évidemment d'accroître notre part de marché de manière significative. Et voilà, bon, je peux vous dire que on a quasiment en 3 ans, on a triplé notre part de marché. Mais on est encore, disons, challenger au niveau du Maroc. On n'est pas encore les leaders. Mais ça viendra, Inch'Allah.